Walnut Grave. Écrit et lu par Romain Patureau. Tourtereau en vadrouille. Le mois de mars allait très bientôt pointer le bout de son nez, amenant avec lui une température plus agréable. Le soleil brillerait tous les jours dans le ciel, et la neige perdrait suffisamment d'ampleur dans les champs pour laisser la place aux premières plantations qui seraient récoltées au cours de l'été. Mais pour l'instant, les températures glaciales de février régnaient toujours dans les rues de Walnut Grave. Au quotidien, vent et bourrasques de neige venaient tourmenter les habitants, frappant telles des claques brûlantes au visage. C'est au milieu de cet enfer hivernal que le colonel Peter Williams reparut en ville. Après un long mois passé comme volontaire au sein d'un sombre corps expéditionnaire envoyé au Nicaragua, il était enfin redevenu commandant de Fort Wade. Une fois qu'il eut retrouvé son régiment de réservistes et son bureau submergé de dossiers et de missives, le colonel sentit la dépression l'envahir. Ces nombreuses semaines d'occupation et de combats dans les jungles d'Amérique centrale pour défendre les exploitations américaines de bananes et de canne à sucre l'avaient profondément harassé. Il ne s'était pas attendu à devoir tuer des adultes et des adolescents pour quelques fruits. Peiné par la duperie dont l'état-major avait fait preuve en lui vantant la noblesse de sa mission qui devait au départ se limiter à apporter une aide matérielle et formatrice aux populations locales, le colonel se remit à penser à son dernier jour passé à Walnut Grave. Nous étions alors en décembre 1912, et une bande de zouaves avait en une nuit mis au sol toute la pègre en provoquant une seule perte humaine. Mais des 6 justiciers, Williams ne songeait qu'aux spécimens féminins, celle que les journaux de l'Ouest avaient surnommée la furie du Montana. Après la bataille de décembre, Williams s'était affairé à rassembler toutes les informations que sa hiérarchie pouvait lui fournir sur les grands sauveurs de la ville. Des 6 héros, seuls 2 avaient un passif militaire. Le premier était Jerry Shuster, connu sous le surnom de Red Jacket, figure de la guerre contre l'Espagne et protégé d'un président connu pour avoir tourné le dos à son propre parti. La seconde s'appelait Charlene Marston, du moins telle était l'identité qu'elle avait donnée en s'engageant dans l'armée. Son dossier était bien moins garni que Red Jacket, mais il était surtout beaucoup plus macabre. De ceux qui l'avaient lu et relu, Charlene Marston avait passé 2 ans dans une garnison de miliciens du Montana comme éclaireuse. Son enrôlement très exceptionnel se devait, selon les archives, au sauvetage du colonel local qui s'était laissé prendre en embuscade par une bande de marginaux. Tout à fait le genre de danger qui pullulait à travers l'ancienne frontière. Ses supérieurs parlaient d'elle comme d'une traqueuse expérimentée, redoutable sur un stand de tir, et assez belliqueuse par rapport au reste de la troupe. Ces notes auraient pu faire état de présage, étant donné que les dernières pages du dossier s'achevaient sur un carnage. La furie avait assassiné 12 hommes en une seule soirée pour disparaître dans la nuit. Le premier acte d'une longue série de fusillades qui s'ensuivraient dans tout le Montana. Laissant de nombreux cadavres dans son sillage, Charlene Marston avait fini par abandonner et avait préféré partir semer le chaos dans d'autres régions du pays. Il n'y avait aucune information sur les actes que la furie avait commis entre sa fuite du Montana et son arrivée à Walnut Grave. Aussi, Williams s'était-il décidé à descendre en ville pour jouer les détectives. Le colonel arriva à Walnut Grave en début de soirée, dans une ville réduite au silence par le blizzard des Appalaches. Au dire de ses hommes, la température s'était légèrement redressée dans la journée,
mais cela n'empêchait pas le vent de venir hurler dans ses tympans frigorifiés. Harassé par ce mauvais accueil, Williams partit se réfugier dans l'âtre réconfortant du Illowolf, où il retrouva nombre de réfugiés qui, comme lui, étaient venus se protéger du froid dans les murs du saloon. Autour de lui résonnaient tintements de verre et exclamations en tout genre. Le colonel alla poser ses coudes sur un petit coin libre du comptoir et attendit que le barman daigne l'accoster. Toujours silencieux, ses yeux se posèrent sur les tables environnantes. Ses oreilles demeurèrent aux aguets des moindres ragots sur les récents événements qui avaient eu lieu en ville. Il entendit son voisin de droite parler de la venue très attendue du gouverneur du Tennessee pour féliciter en personne les guerriers arc-en-ciel. Williams conclut qu'il devait sûrement s'agir du nouveau sobriquet que les locaux avaient trouvé aux Minutemen. Derrière lui, 3 joueurs de poker débattaient de l'arrestation la veille du directeur du Firefly. Williams tourna légèrement la tête, intrigué par cette anecdote. Le cabaret de Thomas Mandrake était un lieu qui lui était familier. À plusieurs reprises, il était venu soulager son esprit militaire et sa solde en profitant des spectacles charnels qui y étaient produits. Malgré toute sa concentration, le colonel ne parvint pas à saisir les raisons qui avaient poussé les justiciers à mettre aux arrêts l'homme qui ne dort jamais. Si ce n'était une histoire confuse de têtes de mort géantes qui avaient déambulé en ville au cours de la même soirée. Son petit jeu de filature s'acheva quand le barman arriva enfin. Toujours concentré sur les murmures qui l'entouraient, Williams se contenta de demander un whisky. Il vit le tenancier bouger les lèvres, mais aucun mot ne parvint à atteindre ses tympans déjà mis à l'épreuve par la cacophonie ambiante. Les autres informations qu'il put intercepter ne lui furent d'aucune utilité. On parlait et du mauvais temps, et des réformes prévues par le nouvel entrant de la Maison Blanche, et des atouts physiques de telle ou telle femme. Quand le barman réapparut avec une bouteille d'alcool à moitié pleine, le colonel laissa tomber ses derniers dollars en papier sur le comptoir et lui demanda où il pourrait trouver Charlène Marston. Visiblement, son interlocuteur ne l'entendit pas. Mais, à sa manière d'observer les lèvres de Williams quand il parlait, il sembla comprendre sa requête. Aussi, le barman se contenta de ramasser les billets et de pointer du regard une table au fond du salon. Délaissé par le tenancier qui retourna s'occuper des autres gorges sèches implorantes, le colonel fit volte-face et trouva sa proie. Elle était seule, affalée contre un mur, le regard dans le vide. La furie du Montana était encore plus impressionnante que dans les souvenirs de Williams. Ses yeux, à la fois bleus et rouges, dénonçaient la violence qui tourmentait ses songes. Ses longs cheveux blonds en bataille se perdaient dans tous les sens, indomptés, aussi terreux que sa tenue était poussiéreuse. Sa féminité semblait complètement évaporée derrière ses mirettes colériques et la pauvreté de ses habits. Williams la vit avaler plusieurs gorgées d'alcool, sa bouteille répandant quelques gouttes qui se perdirent au milieu des innombrables taches de sa veste. Le colonel sentit son estomac se nouer devant ce tableau peu attirant. Mais cette rencontre ne pouvait être pire que le Nicaragua. Il se ressaisit, brava la foule d'alcooliques et s'avança vers la furie du Montana. Cette journée avait été très longue pour Charlène, de même que la nuit précédente. Elle avait accompagné Thomas Mandrake jusqu'au bureau du shérif et l'avait laissé entre les griffes de Martin Bester en attendant le réveil du juge Gardner. Tout s'était passé en silence. Le directeur du Firefly n'avait dit aucun mot et s'était laissé porter jusque dans sa cellule. Son rictus avait rapidement laissé la place à un air sévère assez intimidant. Elle avait ensuite raccompagné Robin jusqu'à la tour de garde, en compagnie des autres Minutemen et d'une danseuse récupérée au Firefly. Avant de s'enfermer avec le reste du groupe,
Robin avait congédié David Schwartz qui, sans protester, était parti rejoindre le lit de sa petite chambre d'hôtel. Vint alors ce long moment où Kane dut s'expliquer sur la présence de cette mystérieuse danseuse qui n'avait cessé de le dévisager pendant toute leur chevauchée. « Miss Marston, comment allons-nous » Sorti de ses songes, sa bouteille toujours à la main, Charlène leva les yeux vers cette personne qui se tenait face à elle, droit comme une poutre. C'était un homme massif, aux cheveux coupés à ras. La trappeuse reconnut aussitôt l'énergumène comme un soldat en permission d'une quelconque compagnie locale, sûrement du fort voisin. Depuis ses mésaventures de jeunesse, c'était peut-être la première fois qu'un militaire actif venait lui adresser la parole en souriant. Ou peut-être cachait-il une arrière-pensée macabre. On se connaît ? Disons que la dernière fois que je vous ai vu, vous étiez trempé de sueur et n'avez d'yeux que pour votre carabine. Charlène mit plusieurs secondes pour comprendre les sous-entendus du bidasse. En fusillant son air réjoui, elle finit par se remémorer cette matinée de décembre où, son corps tremblant du froid et de l'excitation des combats, elle avait vu le soldat s'approcher d'elle et de ses compagnons. Elle se rappela aussi toute l'escouade armée qui l'avait accompagnée. Vous êtes le petit gradé que le gouvernement avait envoyé pour négocier, c'est ça ? Le militaire acquiesça. Le gars qui s'est ramené la fleur au fusil, alors qu'on venait de faire son boulot ? C'est exact. Colonel Peter Williams, de la Garde nationale du Tennessee, pour vous servir. Le colonel salua la trappeuse d'un petit hochement de tête. Miss Marston, me ferez-vous cet honneur de me joindre à vous ? Charlène leva les yeux au ciel, déjà agacée de devoir troquer sa solitude contre un tête-à-tête improvisé avec un homme qui lui rappelait les pires moments de sa vie. Sans dire un mot, elle pointa du regard la chaise vide qui lui faisait face. Et aussitôt, le colonel s'y jeta et posa sa bouteille sur la table. C'est très aimable de votre part. Cela fait un petit moment que je n'étais pas venu dans ce coin. Vous savez, il y a quelques jours encore, j'étais occupé à sauver ma peau dans les murs. La trappeuse n'écouta que d'une oreille le long monologue de son compagnon de boisson. Pendant que le colonel Williams lui narrait ses aventures en Amérique centrale, Charlène repensait à cette danseuse. Elle s'appelait Billie O'Neill, une des grandes vedettes du Firefly, débarquée de sa Virginie natale depuis quelques mois seulement, juste avant la chute du syndicat. Sa rencontre avec Kane demeurait confuse, apparemment au cours d'une bagarre avec des voyous dans une ruelle sombre. Mais les versions de chacun divergeaient trop pour savoir lequel avait sauvé l'autre ce soir-là. Néanmoins, Kane et Billie étaient d'accord sur le fait que cette première entrevue avait marqué l'aube de leur amourette secrète. Les Minutemen savaient déjà que Kane passait une partie de ses nuits à chasser les criminels, et une autre à se saouler pour oublier les vies que le Cavalier Noir avait prises. Mais ils eurent du mal à croire qu'il passait le reste de son temps dans les bras d'une danseuse de cabaret, aussi belle fût-elle. Car Billie était magnifique. Charlène avait vu les yeux baladeurs de Martin et Jerry la toiser, et aussi la figure rougissante de Harry qui lorgnait au plafond comme un écolier timide devant sa première petite amie. Et vous ? Par quel hasard vous êtes-vous retrouvé à côtoyer des justiciers colorés ? La voix de Williams ramena Charlène à la réalité. Oubliant les yeux verts de Billie O'Neill, elle se rendit compte que sa rêverie l'avait rendue sourde aux paroles du colonel. Le shérif Bester m'a payé un verre. Vraiment ? Rien d'autre ? Vous êtes sûr ? Charlène croisa le regard très intéressé de Williams. Elle fronça les sourcils. Après toutes ces années passées à fuir sa nation, elle avait l'habitude des interrogatoires improvisés partout où elle s'arrêtait pour se reposer, la poussant à chaque fois à reprendre son éternelle chevauchée dans l'Ouest.
Mais Walnut Grave avait changé son existence. Sa nouvelle place de sauveuse de la ville était un luxe qui l'avait soulagée de cette psychose vieille de plusieurs années. Agacée du sourire si factice du colonel, elle se décida à mettre fin à ce petit jeu de sous-entendu. Écoute, Bidas, si t'as de vraies questions à me poser, fais-le tout de suite, qu'on en finisse. Mais j'ai pas d'interrogation. Soyons clairs, colonel. J'étais soldat, moi aussi. Je sais comment fonctionne la tête d'une tunique bleue. Même en dehors du service, vous n'arrivez pas à sortir de votre foutu engagement envers le drapeau. Vous voulez savoir pourquoi j'ai rejoint les Minutemen ? Je voulais m'amuser. Et vous savez ce qui se passe quand un troufion veut s'amuser ? En général, ça finit en cour martiale. Exactement. Certains diront que je me suis un peu trop amusée au Montana. Donc pour moi, ça a été la quille. Puis direction Grand Air, ouest. Et quand le progrès a rattrapé les dernières enclaves rurales, et que les prairies se sont transformées en brasiers industriels, je suis retournée dans l'Est. C'est dans ce bar que j'ai rencontré un des types qui a formé les Minutemen. Et me voilà coincée ici depuis. Et les 12 cadavres du Montana dans tout ça ? Charlène sentait ses tempes sur le point d'imploser. Après toutes ces années, il y en avait encore des types assez téméraires pour la harceler sur cette fameuse nuit. Y répondre ne l'effrayait en rien. Elle connaissait par cœur son histoire et la façon de la narrer. Et comme à chaque fois, elle engloutit plusieurs gorgées d'alcool brûlant avant de prendre une longue inspiration. J'étais jeune, belliqueuse et rêveuse. La vie de mes parents fermiers ne me plaisait pas. Je voulais voyager, me battre. Mais dans ce pays de liberté, le seul combat qu'une femme peut mener est celui de la procréation. Vous avez dû voir sur mon dossier que j'avais sauvé la vie du commandant de Fort Pulaski. Une sacrée bagarre. Seule contre 3 salopards pendant que le colonel était planqué dans les broussailles. J'ai tellement fait sensation ce jour-là que l'officier m'a accepté comme scout parmi ses hommes. Une belle récompense, qu'il disait. Évidemment, j'ai dû encaisser des nez pour me faire respecter. Mais j'étais douée, et ça suffisait à plaire à mon supérieur. Un jour, un des soldats m'a cherché des noises, un parmi d'autres, et j'y suis allée un peu fort avec lui. Arracher une dent, ça va, mais toute une mâchoire, c'est plus problématique. Le colonel m'a fait venir dans son bureau, pour parler, qu'il disait. Finalement, il m'a avoué qu'après 2 ans à son service, il attendait de moi autre chose que de me tenir au garde à vous. Encore une fois, j'étais jeune, influençable, et lui était menaçant, autoritaire, et apprécié dans tout le comté. Alors je me suis laissé faire. C'était la première fois pour moi que... Enfin bref, le lendemain, encore tremblante de ce que j'avais enduré, j'ai fait mon baluchon et me suis enfuie en ville pour chercher de l'aide. 1 heure, c'est le temps qu'il a fallu pour que les voisins filent prévenir le colonel et qu'il envoie une escouade m'arrêter. Pendant 1 heure, j'ai fait toutes les maisons, tous les magasins, personne n'a voulu m'écouter. Même mes tendres parents m'ont claqué la porte au nez. Parce que le colonel était quelqu'un de bien. Et moi, juste une folle qui préférait l'uniforme à une robe de mariée. Les soldats m'ont ramené dans son bureau. Ils nous ont laissés seuls. Ses yeux colériques suffirent à me faire éclater en sanglots. Il m'a insultée, m'a menacée, mais j'étais trop détruite pour l'écouter. À la première gifle, j'ai arrêté de pleurer, comme il me l'ordonnait. À la seconde gifle, je restais tétanisée alors qu'il recommençait à me toucher. Par contre, le coup de poing au visage qui a suivi, et le goût du sang se répandant dans ma bouche, c'est là que la furie s'est déchaînée. J'ai saisi le revolver de sa ceinture, et en un seul tir, j'ai anéanti tout ce qui faisait de lui un homme. Et évidemment, les gars dehors ont entendu la bagarre et ont aussitôt déboulé. J'ai pris le colonel en otage, utilisant son corps comme bouclier. Personne n'osa tirer. Je suis sortie, lui gémissait devant moi, il faisait moins le fier avec un pistolet collé contre son dos. Mon seul espoir était de filer à l'écurie, prendre un cheval et la clé des champs. Mais un type a tenté un assaut à revers, et l'instinct m'a sommé de me défendre.
vous passerai les détails, mais si j'ai mis au sol 12 hommes ce jour-là, ce n'était aucunement mon intention. Quand j'ai enfin pu me sortir de cette chiant lit, j'entendais les balles fuser en provenance du fort. J'aurais pu en tuer d'autres si je m'étais pas débiné. C'est d'ailleurs ce qui est arrivé quand les marshals et les chasseurs de primes sont entrés dans la danse. Voilà pourquoi j'ai quitté le Montana. Le cœur de Charlène s'était emballé pendant son discours. À l'extérieur, un éclair avait surpris la ville. La neige se voyait lentement remplacée par un déluge de plus en plus intense. Williams n'avait plus la mine à rire. Il l'avait écoutée sans dire un mot. Quand elle eut achevé son récit, il conserva son mutisme quelques secondes pour comprendre toute cette histoire. Et le commandant dans tout ça? Lui, il va très bien. Il n'aura jamais d'enfant, mais il va très bien. C'est lui qui a organisé ma traque, envoyant des messages d'alerte à toutes les garnisons et aux postes de police du Montana. Ils ont bien failli m'avoir plusieurs fois, mais j'avais trop de haine et de cartouches pour me laisser prendre. J'ai fui ma famille, ma ville natale, ma région. J'ai erré dans tout l'Ouest, et derrière moi me suivaient mercenaires et chasseurs de primes. Mon Dieu, que je déteste ces gars-là. Autour d'eux, les tables du Hill Wolf commençaient à se vider. Les ivrognes étaient moins effrayés par la pluie que par le blizzard. La furie du Montana semblait calme de l'extérieur, mais en son sein, elle luttait contre ses propres sentiments. Sous peu, ses yeux se remettraient à cracher des torrents de larmes comme il le faisait à chaque fois qu'elle repensait à ses actes. Surprenant Williams, elle se leva, vida sa bouteille d'un trait et salua son interlocuteur. Voilà, c'est ma vie. J'espère que ça vous aura suffi. Maintenant, excusez-moi, mais j'ai des heures de sommeil à rattraper. Le colonel se leva à son tour. Il siffla son whisky aussi vite qu'il put avant de répondre à Charlène en grimaçant sous l'effet de la liqueur. Bien sûr, je comprends. J'ai ouï dire que vous logiez dans le district sud. C'est ma destination également pour retourner à Fort Wade. Accepteriez-vous que nous fassions une partie du chemin ensemble? Si ça vous amuse. L'averse les harcela durant tout le périple. Très rapidement, leurs vêtements s'imprégnèrent de cette eau glacée qui agressa leur peau. Charlène sentait son chapeau s'alourdir du poids des gouttes qui s'agglutinaient. Williams était toujours à ses côtés, trop occupé à lutter contre le froid pour parler. La trappeuse se hasarda dans les petites ruelles du district sud. Son esprit la hantait toujours de la tête de mort gigantesque qu'elle avait croisée la veille. Au détour d'un croisement, le petit couple tomba nez à nez avec deux passants qui leur faisaient face, dans l'ombre, immobile. Charlène s'arrêta aussitôt, habituée au mauvais diable qui traînait la nuit dans le quartier. Elle sentit le colonel l'imiter, glissant sa main le long de son manteau trempé pour atteindre sa ceinture. Charlène avait déjà ses doigts agrippés à la crosse de son revolver. Les deux ombres commencèrent à se rapprocher, lentement, muettes. La furie du Montana plissa les yeux pour reconnaître leurs visages brouillés par la pluie. C'est pas une belle soirée pour une balade? À l'unisson, le couple se retourna pour apercevoir deux autres formes qui avançaient dans les ténèbres, de concert avec celle qui leur faisait face. Se cramponnant à son pistolet, Charlène se mit à bouger la tête en tous sens. Elle observa les 4 silhouettes qui la cernaient. La bande stoppa à quelques pas à peine. Ils étaient pauvrement vêtus. Leurs vestes déchirées laissaient la pluie glaciale s'imprégner sur tout leur corps. Depuis son arrivée à Walnut Grave, Charlène avait affronté des dizaines d'êtres de la nuit.
Mais ces 4 zouaves semblaient d'une autre trempe. Leurs visages étaient recouverts de peinture noire et blanche qui leur donnait une allure squelettique. Leurs crânes rasés amplifiaient la ressemblance avec des cadavres ambulants. Il y a quelques jours encore, la trappeuse aurait tremblé d'effroi devant ce maquillage macabre. Mais la tête de mort géante avait été une épreuve bien plus terrifiante que 4 charlots peinturlurés. Alors c'est vous, la cabale du crâne noir? Je vous imaginais plus grand. On n'est que l'avant-garde, ma jolie. Rassure-toi, vu comment ça caille, on va faire ça vite. Ils avaient des couteaux en main. 4 lames dans le noir allaient fondre sur elle. La trappeuse l'avait bien compris. Ces types n'étaient pas venus pour la dépouiller. Elle s'apprêtait déjà à se jeter sur la bande, mais le colonel Williams s'interposa. Il gonfla sa poitrine et prit un air menaçant. Écoutez les mioches, c'est pas parce que vous vous sapez comme le croque-mitaine que vous pouvez agresser les gens comme ça en pleine nuit. J'ai servi au Nicaragua sous les ordres du colonel Stapleton. Si vous ne le connaissez pas, demandez à vos parents. Charlène ne l'avait pas remarqué aux premiers abords. En observant plus en détail ces visages dont la peinture commençait déjà à couler sous les assauts répétés de la pluie, elle se rendit compte qu'elle avait affaire à des frimousses excessivement jeunes. T'as rien à nous dire, papa. On n'a rien contre toi. Monsieur Mandrake a juste demandé qu'on s'occupe de ta copine. Ma copine, vous pensez que je veux protéger cette femme? C'est plutôt vous que j'essaye de sauver. Comprenez bien, les canifs ne sont pas les meilleurs outils pour approcher une demoiselle, surtout celle-là. Va te faire foutre! Ils allaient passer à l'attaque, en simultané des 2 côtés. Si Charlène avait été seule, elle aurait eu très peu de chances de s'en sortir. Elle pouvait affronter 2 lames, voire 3, mais pas 4 en même temps. Néanmoins, ce soir, la furie du Montana avait un chevalier servant qui pourrait faire la différence. Vous savez gérer les mômes? J'ai fait que ça ces derniers temps. Bien. Par contre, nous sommes d'accord? Pas de mort pour ce soir. Drôle de déclaration pour un rancœur. Charlène ne put retenir un sourire, mais déjà la bande fondait sur le couple avant qu'elle n'ait eu le temps de répondre. La bataille fut assez rapide. Les 4 pions de la cabale étaient trop jeunes pour avoir eu le temps de s'entraîner correctement au combat de mêlée. Un bras tenta de planter sa lame dans le ventre de Charlène, mais la trappeuse se contenta de reculer légèrement. Elle empoigna le membre exposé et le retourna dans un craquement des plus stridents. L'adolescent tomba dans la boue en hurlant. Son camarade fut aussitôt tétanisé par la rapidité de la furie du Montana. Tout aussi vite, elle lui asséna un coup de poing assez violent pour briser son nez et l'envoyer voler contre un mur. Ses adversaires gisant à ses pieds, Charlène se contenta d'admirer la force du colonel Williams qui jouait des mains avec les 2 squelettes restants. Il en mit un au tapis d'un crochet expéditif, poussant le second à battre en retraite, lâchant son couteau pour détaler à toutes jambes. Sous l'effet de l'adrénaline, Williams dégaina son revolver et visa le fuyard. Quand le coup de feu détonna, Charlène avait déjà dévié le tir en abaissant le bras du colonel. Le projectile se perdit dans les flaques de gadou. Les 2 vainqueurs entendirent des mouvements derrière eux. À peine se furent-ils retournés qu'ils assistaient à la déroute des 2 blessés qu'avait affrontés Charlène. Sans même chercher à les poursuivre, la trappeuse releva le dernier de la bande, toujours étourdi par la frappe de Williams. Alors comme ça, Thomas Mandrake voulait ma mort? Oui, enfin, pas que vous. Il nous avait dit qu'un jour vous viendriez le chercher. Et ce jour-là marquerait l'avènement de la cabale. S'il vous plaît, ne tapez plus. C'est les autres qui m'ont dit de venir. Moi je voulais pas. Ma mère croit que j'étais au... Ça va, ferme-la. Rentre chez ta mère, débarbouille ta gueule, mets-toi un gros bloc de glace sur le visage, et demain tu pourras retourner à l'école avec une petite marque bleue sur la joue.
Oui, madame. Et le marmot fila dans la nuit, ses pas résonnant dans la rue. Regardant disparaître sa petite victime, Charlène entendit le colonel soupirer derrière elle. Toujours excitée par l'action, et repensant aux dires de la bande, elle savait qu'il n'était plus temps de se perdre en paroles. Agrippant fermement la main du colonel Williams, Charlène se mit à courir dans les rues tentaculaires de Walnut Grave. Sentant le militaire incrédule fatigué dans sa course, elle accéléra le pas en le tirant du plus fort qu'elle put. Il n'était pas question de se reposer, ni même de se cacher. Elle savait que si 4 adolescents boutonneux l'avaient bravé ce soir, d'autres viendraient s'attaquer au reste des Minutemen. En voyant les maisons se succéder sur ses flancs alors qu'elle sprintait, la pluie s'insinuant sous son chapeau, son esprit se disloquait sur le choix de sa direction. À l'est, il y avait Kane et Jerry. Au nord, Harry et Martin. Et au milieu se trouvaient Robin et son épouse. L'hôtel de David Schwartz également se trouvait dans les parages. Mais la furie du Montana ne souhaitait nullement s'y rendre. Quand elle arriva en vue de la rue centrale de Walnut Grave, elle sentit ses pieds claquer sur les pavés glissants. Elle gagna en vitesse alors qu'elle quittait la boue qui s'était formée dans le district sud. Elle repensa aux paroles de ses agresseurs, à leurs menaces, à leur loyauté aveugle envers Mandrake. Ils avaient dit être l'avant-garde de la cabale, ce qui signifiait que le gros de la bande se concentrerait sur un objectif beaucoup plus imposant, sur un symbole de l'autorité. Haletante, Charlène regarda rapidement la rue de droite à gauche. D'un côté, le Hill Wolf était beaucoup moins animé. L'averse avait poussé les assoiffés à rentrer dessoulés chez eux. Pile en face, la tour de garde, faiblement éclairée, paraissait fantomatique dans les ténèbres nocturnes. Ici aussi, la lumière des lampadaires s'était évanouie. Martin et Harry devaient avoir transformé le bureau du shérif en une véritable forteresse, mais la tour de garde semblait vulnérable. Serrant toujours plus la main meurtrie du colonel, Charlène se rua vers la maison des Minutemen et entra à la volée. La trappeuse ne prêta pas attention aux plaintes des gardes en faction, sortis de leur somnolence par l'irruption de ce couple aux vêtements ensanglantés. Elle traça sa route jusqu'à l'escalier en colimaçon qu'elle escalada à grande foulée. Williams était toujours sur ses talons. Ses tympans ignorant les cris d'incompréhension dans le hall, Charlène arriva devant l'appartement de Robin et de son épouse. Elle tambourina dessus au même rythme que les battements de son cœur au supplice. Elle était tellement perdue dans ses coups qu'elle manqua de frapper la personne qui lui ouvrit finalement. Pauline Finger eut un léger mouvement de recul devant l'impétuosité de la trappeuse. Elle semblait à peine retrouver ses esprits encore en sommeil. Robin, il faut que je voie Robin. Mais Robin n'est pas là. On n'a pas le temps pour s'expliquer. Robin! Robin n'est pas là. Il est chez ce monsieur Schwartz pour son traitement. Le ton agacé de Pauline ne fit qu'accroître la rage de Charlène. Comme hier soir? Il peut pas lui apprendre à se soigner tout seul? On ne peut forcer un homme à abandonner ses convictions et ses passions. Pourtant, vous êtes son épouse. Si vous aviez correctement fait votre boulot, il serait avec vous, et pas avec l'autre allumette. La femme de Robin ne répondit pas. Elle se contenta de hausser les épaules avec un petit sourire. La furie sortit de ses gonds une nouvelle fois. Avec le corps que vous avez, je vois pas ce qu'il y a de compliqué à garder un homme dans votre lit. En voyant Pauline baisser les yeux, ses joues écarlates, Charlène regretta en partie son dernier quolibet. Mais elle n'avait pas le temps pour s'excuser. Elle savait son ami en danger. Tous ses amis en danger. Elle n'avait pas affronté le feu du syndicat et les lames de 4 adolescents pour se laisser attendrir par les mirettes larmoyantes d'une épouse qui était incapable d'accomplir son devoir conjugal. La trappeuse se tourna vers Williams,
dont le regard noir l'a jugé, avec un courroux à la fois silencieux et autoritaire. Il faut qu'on aille au bureau du shérif. C'est là-bas que la cabale va attaquer, pour libérer Mandrake. Ensuite, ce sera le tour de Robin. Les types qui nous ont agressés n'étaient que des chatons face à ce qui va arriver. Vous avez été attaqué? On en parlera plus tard. D'abord, on va sauver votre mari. Sans même saluer la femme du médecin, Charlène repartit sur ses pas et entraîna le colonel avec elle. Et moi? Charlène s'arrêta et leva les yeux au ciel. Elle se retourna et jeta un regard noir à Pauline. Vous allez faire ce que vous faites si bien. Vous allez vous recoucher et saluer Morphée pour moi. Parce que, pendant que vous pioncerez, je serai occupée à sortir votre bien-aimé de cette merde. Ce qui, encore une fois, aurait été plus simple si vous aviez fait votre travail marital pour qu'il reste dans vos bras. Venez, Williams. On n'a rien d'autre à faire ici. Alors que Charlène tournait les talons, elle sentit la main du colonel la tirer soudainement vers lui. Non, Marston, je n'irai pas avec vous. La furie du Montana voulut hurler, mais le ton autoritaire de Williams la stoppa net. Voilà comment ça va se passer. Vous, Miss Singer, vous allez venir avec moi dans le hall. Et vous, Marston, vous allez rejoindre vos compagnons, sauver la peau de votre ami et mettre de l'ordre dans ce bordel. Mais il faut qu'on y aille. Vous allez m'écouter, Marston. Il y a 3 gars en bas. On va tenir la position ici. Si ces salopards en ont vraiment après Finger, ils viendront sûrement brûler son univers, ici même. Si bataille il y a, alors elle se déroulera sur plusieurs fronts. Cette tour ne tombera pas, je vous l'assure. À vous de gérer votre mission et de ramener le docteur entier. C'est compris? Cela faisait des années qu'aucun homme ne lui avait parlé ainsi. Aucun homme encore en vie, du moins. Charlène sentit son cœur s'emballer face aux ordres du colonel. Un sentiment étrange l'envahit, comme si cette fougue inattendue de Williams l'avait rendu plus attrayant pour elle. Ses consignes étaient sensées. Aussi, elle se contenta de sourire à ses ordres, sans rouspéter. Mais qu'est-ce que vous foutez, soldats? Maniez-vous, il y a un paquet de bras à briser qui vous attendent. Sans se faire gronder davantage, Charlène se dirigea aussitôt vers les escaliers. Mais une nouvelle fois, elle fut stoppée par Williams. En croisant son regard, elle entrevit la violence qui avait façonné cet homme pourtant si candide aux premiers abords. Une dernière chose, Marston. Quand ces clowns se ramèneront ici, si un seul d'entre eux sort un flingue, je l'abattrai sans hésiter. C'est votre pacte, pas le mien. Charlène sentit son cœur l'abandonner une nouvelle fois. Enfin, elle découvrait le vrai visage du colonel Williams. Un homme têtu qui avait des convictions et surtout qui la traitait pour ce qu'elle était. Avant de filer à toute allure, elle lui lança une dernière déclaration qui suffit à le faire chavirer lui aussi. Bizarrement, j'espérais que tu dirais ça.